Bien, j'ai donné le 14 janvier à Paris une conférence dans une salle que nous avions louée parce qu'aucune université, aucune structure universitaire recherche n'aurait accepté de nous fournir un local. Donc cette salle avait été louée. Et la veille, j'avais loué également une salle de 40 places pour quelque chose qu'on aurait voulu être une conférence de presse. Bon. Alors maintenant, la vidéo correspondant à l'enregistrement de cette conférence est en ligne. Je vois qu'elle a fait 40 000 vues en 2 jours. Hein. Ensuite, les internautes ne comprennent pas pourquoi on n'a pas diffusé l'enregistrement des questions-réponses qui ont suivi cette conférence. Alors ces questions-réponses, il y en a eu pas mal, ça a duré 1 heure, mais surtout il y a une chose, c'est que parmi ces 250 personnes, plus ceux qui étaient debout au fond de la salle, qui ont assisté à la conférence, mais il y en avait les tiers qui étaient des universitaires, des agrégés de maths, des profs du secondaire, etc. Donc c'est ces gens-là qui ont posé des questions. Et une fois qu'ils ont posé des questions, le public n'en a pas posé parce que, ma foi, ils ont préféré écouter les questions qui se posaient, puis ça a quand même duré 1 heure. Et alors, dans ces questions, les gens se levaient, ils se présentaient en donnant leur nom et leur labo d'affectation. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « Est-ce que vous allez projeter ces images ? Je préférais qu'on ne donne pas mon nom et mon labo d'affectation. » Alors effectivement, nous allons donc flouter les visages et déformer les voix et nous allons supprimer la mention des labos d'affectation pour protéger ces gens. Parce que des gens qui viennent à une conférence de Jean-Pierre Petit ou à un séminaire et qui interviennent, ils sont passibles d'une répression après coup. Alors, j'ai aussi une autre précision à apporter. En début de conférence, à la fin de la conférence, celui qui présente et qui fait la conclusion, c'est Philippe Bobola. Philippe Bobola est docteur et sciences, mais il a fait un doctorat sciences en chimie, et disons, il joue un petit peu le rôle que pourrait jouer Anne-Étienne Klein, parce qu'il a une certaine culture sur pas mal de sujets scientifiques, mais c'est pas un spécialiste de cosmologie. Bon, ça, il fallait le préciser. Certains même l'ont confondu avec Damour. Non, ça n'est pas Thibaut Damour. Voilà, bon. Alors ensuite, la situation perdure, c'est-à-dire que je suis toujours interdit de séminaire, donc à ce moment-là, on avait commencé à faire avec Bobola une première essai de ce genre. On va acheter un tableau blanc, et je donnerai des séminaires Janus privés à mon domicile, puisqu'il n'y a pas moyen de les faire dans le séminaire université recherche. Des séminaires privés où, à ce moment-là, participeront des mathématiciens, parce que très vite, j'ai eu des contacts déjà avec 4 mathématiciens, il y en a un qui est dans le Nord, il y en a 2 autres qui sont dans ma région, ce sont des gens qui sont professeurs de mathématiques en titre dans les universités. Il y en a un qui a 64 ans, qui est un ancien élève de Souriau. Donc, de ce côté-là, il y aura du répondant. Alors, effectivement, quand vous allez dans ces vidéos, vous trouvez des commentaires extrêmement agressifs de gens qui sont protégés par des pseudonymes. Il y a des gens qui diront, mais vous n'avez pas répondu à ceci, vous n'avez pas répondu à cela. Dans ces séminaires, ce sera ouvert non pas au public, mais aux scientifiques. Et si des gens sont opposants, eh bien, ils pourront se manifester, mais à ce moment-là, on les enregistrera, ce sera filmé et diffusé, c'est tout. Et il y aura des réponses. Et les réponses, c'est pas moi qui les fournirai, c'est des spécialistes mathématiciens. Alors maintenant, vis-à-vis de ce modèle Janus, c'est un modèle qui a été fait par un physicien. Moi, je suis physicien, je suis pas mathématicien. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, ce qui se passe quand même, c'est que ce modèle qui, au départ, relève d'un certain bricolage, il a quand même donné une palette de confirmation observationnelle, ça mérite débat, c'est tout. Et à ce moment-là, ces mathématiciens m'ont dit, on va vous aider à mettre ça au propre, c'est tout. Voilà. Donc ça va être mis au propre. Alors, moi je trouve qu'en deuxième partie, parce que vous pouvez trouver ça bizarre quand des gens demandent à ce que leur identité ne soit pas révélée, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le monde université recherche en allant un petit peu sur ce qui s'est passé dans les années 80, 70-80. Bon, moi j'ai eu un thésard qui s'appelait Bertrand Lebrun. Bertrand Lebrun est un garçon qui avait fait l'école des arts et métiers, et il vient me trouver dans les années 80 en me disant « je voudrais faire une thèse avec vous ». Alors je lui ai dit « écoutez, si vous voulez des ennuis, c'est garanti ». Bon, en passant finalement un peu outre à ce que je lui répondais, il s'inscrit en DEA, il passe ses certificats de DEA, c'est bon. Puis à ce moment-là, à l'époque, c'était une 3e cycle, donc il fallait qu'elle s'inscrive en 3e cycle. Bon. Moi, vous savez, pour pouvoir diriger une thèse,
il faut faire partie de ce qu'on appelle un conseil doctoral. Alors, il y a des conseils doctoraux de spécialité. Il y a un conseil doctoraux de mathématiques, un conseil doctoraux de mécanique des fluides, etc., etc. Bon, moi, je relevais de la mécanique des fluides, puisque c'était de la MHD. Les conseils doctoraux de mécanique des fluides, c'était Niette, Jean-Pierre Petit. Bon, voilà. Donc, on était dans cette situation-là, et Lebrun, cherchant à s'inscrire en thèse, se trouve face à une opposition extrêmement violente. Bon. Et à cette époque-là, un collaborateur me dit, tu sais, Papon, qui était directeur général du CNRS, il vient à Aix-en-Provence demain, il sera dans une garden party, au pavillon de l'enfant. Je me rends à la garden party, je trouve Papon avec un verre en train de prendre le frais, et je m'aborde, je lui raconte un peu ce que je fais. À l'époque, vous savez, j'avais déjà eu mon accident de travail, j'en sortais péniblement, et j'avais installé un laboratoire de fortune dans une chambre de bonne d'Aix-en-Provence, avec lequel j'étais en train de maîtriser les stabilités de Vénikoff, avec du matériel de fortune. J'arrive et je monte ces photos à Papon. À l'époque, j'étais en contact avec une journaliste de Match et je lui dis les gens de Match sont intéressés, ils veulent venir photographier. Si vous faites rien, je leur ouvre la porte et ils vont voir ce que c'est que la recherche française. Papon me dit écoutez, calmez-vous, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un. Et il me met en contact avec Michel Combardous, qui était directeur du secteur sciences physiques pour l'ingénieur, donc dans la direction générale du CNRS. Et Combardous me téléphone en me disant écoutez, on va vous donner une bourse pour votre gars sans passer par les labos, comme ça. Donc, ok, on a une bourse de, je sais pas, 2-3 ans pour Lebrun. Ensuite, il fallait l'inscrire. Et là encore, c'est Combardous, depuis la direction générale du CNRS, qui agit. Et il me dit, écoutez, vous savez comment ça se passe, quand on donne un peu des crédits, on arrive à décoincer les choses. Alors, du côté de la mécanique des fluides, c'est barré complètement. Lebrun va faire une thèse en mathématiques appliquées. C'est-à-dire que les mathématiciens sont des gens pauvres. En leur donnant un peu de sous, ils vont s'acheter une photocopieuse. Donc, ils ont accepté. Donc, à ce moment-là, Lebrun commence sa thèse en mathématiques appliquées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Alors, la thèse est soutenue. Il y a un jury de thèse tout à fait convenable, etc. Et puis, le temps passe. Il y a des publications dans des revues de haut niveau. Donc, ça va. Donc, à ce moment-là, à l'époque, c'était 3e cycle, thèse d'État. Bon, c'est transformé maintenant en thèse d'ingénieur-docteur, donc il faut que Lebrun soutienne une thèse d'ingénieur-docteur. Alors là, accrochez-vous, ce que vous allez apprendre, ça dépasse l'imagination. Donc voilà, donc les gens de mathématiques disent, écoutez, on a bien voulu que la première thèse soit une thèse de maths appliquée, mais là, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, je démarche auprès... Non, c'est pas moi qui démarche, c'est Combardous qui démarche auprès des 3 laboratoires de la région. Alors à l'époque, il y avait l'Institut de mécanique des fluides, l'Institut de la turbulence et le laboratoire de dynamique des systèmes réactifs qui était à Saint-Jérôme. Et Combardous me dit, j'ai essayé de faire pression sur eux, et les 3 directeurs de ces laboratoires menacent de démissionner en bloc si on les contraint d'accepter ce sujet de thèse dans leur mur. Vous voyez ? Bon. Alors à ce moment-là, Souriau, dont j'ai déjà parlé, me dit, écoute, la solution est simple, tu t'adresses au président de l'université de Marseille, tu envoies le manuscrit de thèse et tu lui dis, voilà, il faut soutenir cette thèse. Et à ce moment-là, il soumettra ce manuscrit au conseil scientifique qui prendra une décision. Bon, ok, je fais la chose suivante. J'envoie ce manuscrit. Un mois après, je téléphone à la secrétaire du président de l'université et je lui dis, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été soumis au conseil scientifique. Et alors, quel est le résultat? Et elle me répond, ben, vous savez, il n'était pas très chaud. Je dis, madame, ne pas être très chaud, ça veut dire quoi? C'est oui ou c'est non? Bon, hein. Et à ce moment-là, je connaissais un garçon très sympathique qui s'appelait Jean Couarier, qui se trouvait être le président du conseil doctoral de mécanique des fluides de Poitiers. Et lui dit, écoute Jean-Pierre, laisse tomber Marseille, viens soutenir à Poitiers. Alors nous avons transporté la thèse à Poitiers, président du jury c'était Combardous, il y avait le jury, etc. Et ça a été soutenu là-bas. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Alors c'est pas fini, parce qu'une fois que tout cela a été fait, Bernard Fontaine, que je connaissais depuis très longtemps, et qui était à l'époque lié à la direction générale du CNRS, prend le téléphone et m'appelle en me disant « Écoute, je peux te dire la chose suivante, Bertrand Lebrun, comme il a travaillé avec toi, il ne trouvera de place dans aucun laboratoire. » Alors, quand vous vous demandez pourquoi la MHD a été abandonnée, là, vous avez la réponse. Alors, il se trouve que Lebrun avait appris avec moi à faire des simulations numériques sur ordinateur, et à l'époque, ça balbutiait. On était dans les années 80, vous voyez. Ben, à ce moment-là, il a monté sa propre boîte, il a eu immédiatement des contrats de société, surtout pour étudier la combustion à l'intérieur des cylindres de voitures. Mais les gens qui fabriquaient les bagnoles
bagnoles et des moteurs, il était ravi. Donc il a très bien marché, son entreprise s'est très bien développée. Mais c'était pas de la MHD. Je suppose qu'on lui a dit, si vous faites de la MHD, vous êtes mort, quoi, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc vous avez la réponse. Hein. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé après? Mais après, j'ai abandonné, c'est tout. Et vous vous rappelez, si vous avez un peu lu mes bouquins, qu'à l'époque, il y avait un projet de recherche qui était censé se développer à Rouen, avec un bonhomme qui est mort maintenant, qui était Gilbert Payan, un polytechnicien. Mais c'était complètement effarant. Je me rappelle quand le projet Rouen avait été avancé, il y avait un type qui s'appelait Trinité, qui était un peu le financier, le contrôleur financier du labo, et le directeur lui dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il répond « Oh, pour moi, le bateau coule normalement. » Et c'est vraiment ça, parce que monter un projet de recherche qui repose entièrement sur un bonhomme qui s'appelle Jean-Pierre Petit, sans qu'il y ait Jean-Pierre Petit, en l'excluant complètement, ça devait être la catastrophe. Et ça a été la catastrophe. Ce contrat s'est planté complètement. Et moi, j'ai abandonné. Voilà, c'est tout. Mais alors, vous serez tenté de dire comment ont réagi Papon et Combarnous. Papon m'avait reçu à la direction générale du CNRS avec René Pelat, physicien, et il avait donné son accord pour le lancement d'un programme. Combarnous avait été chargé de s'en occuper, mais à ce moment-là, il y a eu un changement de président. On est passé de Giscard d'Estaing à Mitterrand, et dans ces cas-là, en France, on change tout le monde. Donc Papon et Combarnous ont sauté. Papon a été remplacé par Serge Feneuil, qui était un transfuge des Ciments Lafarge, et Combarnous par un certain Charpentier. Alors si vous cherchez qui est Serge Feneuil, eh bien, vous le trouverez en tant que poète. Voilà ses œuvres. Il y en a même une qui est éditée par les éditions du CNRS, et il est membre du bureau de la Société des poètes français. Mais il est aussi président du Haut Conseil de la science et de la technologie auprès du président de la République. C'est la preuve que le ciment, ça mène à tout. Alors après, comme j'ai abandonné, la répression est venue immédiatement, j'ai reçu une lettre de la direction générale du CNRS disant nous mettons fin à votre affectation à l'Observatoire de Marseille, vous serez désormais géré comme chercheur isolé. Ça, c'était le début des emmerdements de grande dimension. Mais j'avais déjà prévu ça. Je m'étais recyclé en cosmologie et j'ai pu publier un article sur le premier modèle cosmologique à vitesse de la lumière variable dans la revue Modern Physics Letters A avec l'appui de Souriau, et je m'en suis tiré in extremis. On m'a réintégré à l'Observatoire. Alors vous voyez, quand on voit des gens qui disent j'aimerais pas que ça me retombe sur la gueule, ben, ils ont raison, c'est tout. Donc maintenant, même quand on fera des séminaires chez moi, eh bien, il y a des gens qui viendront en disant, moi je suis de tel, par exemple des thésards, des étudiants en fin de cycle d'études, des post-docs, des gens comme ça, ou simplement des chercheurs. Ben voilà, moi je viens de tel labo, mais si les gens de mon labo savaient que je viens, ce serait un catastrophe, d'accord. Eh ben vous pourrez vous exprimer dans l'anonymat. Bien voilà la recherche française. Si vous voulez faire de la recherche de manière libre, presque il faut porter une cagoule, quoi. Il va falloir faire le front de libération de la science. Maintenant, je pense que les gens savent, c'est très bien. Alors, en conséquence, et c'est aussi le but de cette vidéo, je demande aux scientifiques qui se sont exprimés à l'issue de ma conférence de me dire s'ils estiment que le fait que leur nom et leur position dans le monde universitaire-recherche risquent de leur valoir des inconvénients. Eh bien, je serai le premier à le comprendre. Nous flouterons leur visage, nous déformons leur voix, et ne subsistera que le strict contenu de leur intervention.